Les années 1930 et 40 étaient une période de grande douleur pour le peuple chinois, exploité par presque toutes les grandes puissances étrangères pendant des décennies. Sa vaste population était largement appauvrie, et avec l'effondrement de la dynastie Qing en 1911, qui avait régné sur le pays depuis le milieu du XVIIe siècle, l'instabilité politique a divisé le pays en factions. Puis, bien sûr, est venue la Seconde Guerre mondiale. L'occupation japonaise de la Chine a vu des actes de brutalité contre la population chinoise, qui seraient à considérer comme barbares, même selon les normes de l'âge sombre. Puis est venue la guerre civile, qui s'est terminée en 1949, lorsque le président Mao est sorti victorieux et que le communisme a régné sur le pays. La toute nouvelle République populaire de Chine se trouvait dans une position précaire. Épuisé par des années de guerre et de conflits, le pays était maintenant un lieu de paix et la paix était maintenant un lieu de paix et la paix. Le pays était maintenant en désaccord avec un États-Unis de plus en plus hostile qui était dominé par la manie anticommuniste. Se souvenant comment les États-Unis ont vaincu leur grand ennemi, le Japon, avec des bombes atomiques, le président Mao et les communistes savaient qu'ils avaient besoin d'une réponse aux superarmes de l'Amérique qui ne venaient bientôt pas seulement de l'air, mais aussi de la mer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner l'histoire des efforts de la Chine pour développer l'arme ultime. C'est l'histoire des dragons sous-marins de la Chine, sa force de poursuite de sous-marins, lance-missiles balistiques nucléaires ou SLBM. Bienvenue dans les guerres du monde. Après que les forces chinoises et taïwanaises se sont affrontées entre 1954 et 1955 sur les îles Quemoy et Matsumao, a estimé qu'il était maintenant plus vital que jamais que la Chine développe son propre programme nucléaire et au cours des prochaines années, elle serait la première à développer un programme nucléaire capable de, au cours des 5 prochaines années, la Chine a construit ses premières installations d'enrichissement d'uranium, puis un site d'essai nucléaire sur le lac salé de Lobner, avec l'aide de l'Union soviétique qui leur a fourni une assistance technique ainsi que des bombardiers moyens Tupolev 216 et des missiles à courte portée, R-2. La Chine a finalement fait exploser sa première ogive nucléaire le 16 octobre 1964, surnommée Projet 596. La bombe avait un rendement dans la région de 22 kilotonnes, largement équivalent à gros homme largué sur Nagasaki près de 20 ans plus tôt. À ce stade, les États-Unis et l'Union soviétique avaient développé des armes nettement plus puissantes et construit d'énormes stocks de celles-ci, donc le programme nucléaire de la Chine n'était pas considéré comme une menace intercontinentale, mais aiderait plutôt à consolider la Chine en tant que grande puissance régionale. Cela aide également à neutraliser les puissantes forces porte-avions de l'Amérique, puisque la Chine avait maintenant la capacité théorique de détruire un groupe de bataille américain entier avec une seule bombe. Mais même Mao a reconnu que la Chine était encore incapable de rivaliser véritablement avec la puissance de feu des États-Unis, que ce soit de manière conventionnelle ou avec son petit mais croissant arsenal nucléaire dans les années 60. Au lieu de cela, être simplement le 5e joueur dans le jeu de la surenchère nucléaire a accordé à la Chine une importance significative, influence diplomatique à l'Organisation des Nations Unies et dans toutes les négociations futures. Et si une guerre avec les États-Unis venait à éclater, il pourrait sûrement compter sur l'aide des Soviétiques, du moins c'était la croyance de la plupart des personnes concernées. En fait, alors que Pékin et Moscou présentaient un front uni aux yeux du monde, en particulier en ce qui concerne les questions asiatiques telles que l'implication croissante de l'Amérique au Vietnam. La réalité était que les deux superpuissances communistes devenaient de plus en plus importantes pour la Chine dans son ensemble et en conséquence de cela, se désintégraient. Le problème était que la Chine accusait l'Union soviétique de tourner lentement le dos au communisme et à son objectif de mener la révolution socialiste contre les anciennes puissances impériales telles que les États-Unis. Maintenant, la Chine se préparait à prendre ce rôle et le monde communiste était menacé d'être déchiré en deux au milieu d'une grande lutte de pouvoir entre Pékin et Moscou,
En 1966, la Chine et l'Union soviétique ont rompu leur dernier lien restant et ont commencé à se considérer mutuellement comme des adversaires potentiels. Cela était extrêmement préoccupant pour la Chine pour plusieurs raisons. Premièrement, le complexe militaire chinois dépendait fortement de la production de conceptions soviétiques pour les armes, épargnant ainsi à la Chine le temps et le coût financier de développer leurs propres armes. Sans nouvelles conceptions soviétiques pour les chars, les avions et les navires de guerre, la Chine a été forcée de conserver des conceptions vieillissantes beaucoup plus longtemps que les soviétiques ou les américains, les obligeant à compter sur le poids pur des nombres en bataille plutôt que sur la qualité de leurs armes. Deuxièmement, les armes nucléaires chinoises étaient encore à leur début, tandis que leur méthode de livraison de telles armes nucléaires devenait obsolète face à un système d'armes américain plus avancé. Les bombardiers chinois tels que le 216 étaient particulièrement vulnérables aux chasseurs supersoniques ou aux défenses basées au sol, tandis que les missiles balistiques terrestres chinois étaient encore immatures et leurs bases vulnérables à une attaque surprise. Troisièmement, la Chine faisait maintenant face à des menaces venant de presque toutes les directions. L'Union soviétique, les États-Unis, le Japon, Taïwan, les Philippines, la Corée du Sud et la puissance émergente de l'Inde avaient tous les yeux sur les territoires convoités par Pékin et chacun d'eux pourrait déclencher une guerre régionale ou même mondiale, potentiellement dévastatrice. À la fin des années 1960, les Chinois ont estimé qu'ils devaient agir rapidement pour garantir leur survie et maintenir leur influence sur la région. Et il était clair ce dont ils avaient besoin: une force de sous-marins à missiles balistiques qui pourrait fournir à la Chine sa propre dissuasion nucléaire sous-marine furtive. Jusqu'aux années 1980, la marine de l'armée de libération du peuple de Chine, l'appelant était principalement concentré sur la sécurisation de ses propres eaux et intérêts régionaux. En tant que tel, il s'est concentré sur des navires de guerre plus petits, opérant plus près du rivage, connus sous le nom de région littorale, plutôt que sur les navires de guerre en haute mer, des soi-disant marines en eau bleue comme les États-Unis. Et cette philosophie s'est étendue à leurs sous-marins. La flotte de sous-marins d'attaque de la Chine dans les années 1950 et 60 reposait fortement sur des conceptions soviétiques à propulsion conventionnelle qui serviraient principalement à protéger le continent chinois et les navires des navires de guerre principalement américains, japonais ou taïwanais. La Chine envisageait que sa flotte de sous-marins lanceurs de missiles balistiques fonctionne de manière similaire, opérant dans la région de la mer de Chine méridionale, offrant une capacité nucléaire de seconde frappe si la Chine était attaquée en premier. La menace que de tels sous-marins infligent d'énormes dégâts à une force attaquante ou à un pays voisin devrait, en théorie, dissuader tout agresseur d'attaquer la Chine en premier lieu. Dans le cadre de leur assistance au programme nucléaire chinois avant 1966, les Soviétiques aidèrent déjà la Plane à développer une force de sous-marins lanceurs de missiles balistiques basée autour de l'Union soviétique. La flotte de sous-marins d'attaque de la Chine était également basée sur la classe Project 629 de la marine soviétique, connue de l'OTAN sous le nom de classe Golf. Il s'agissait d'un design extrêmement rudimentaire de sous-marin lanceur de missiles balistiques, étant essentiellement un sous-marin d'attaque diesel électrique de classe Project 660 et un fortement reconstruit pour pouvoir transporter 3 tubes de lancement verticaux pour des missiles balistiques lancés par sous-marins à carburant liquide R-11. Pour loger de grandes armes, la flotte de sous-marins d'attaque chinois a été conçue pour contenir 3 tubes verticaux. Le lancement a nécessité un allongement du voile du projet 660 et un original pour que le haut du missile s'adapte à la coque. Même lorsque les Soviétiques ont adopté le sous-marin en service en 1958, la classe a été reconnue comme une solution temporaire jusqu'à ce que des conceptions plus avancées soient mises en ligne. Pour tirer ces missiles nucléaires, le sous-marin devait faire surface et les préparer pour le lancement, pendant lequel ils pouvaient être détectés et attaqués. Plus crucial encore, la portée du sous-marin, alimenté de manière conventionnelle, était limitée par sa capacité de carburant. Son temps en immersion était également limité par la durée de vie de ses batteries électriques. Et lorsqu'elles étaient épuisées, le sous-marin devait soit faire surface,
soit déployer un schnorchel pour fournir de l'air au diesel qui fonctionnait pendant de nombreuses heures, rechargeant ainsi les batteries. Chaque méthode menaçait d'exposer le sous-marin à la destruction. Compte tenu de ces limitations, et avec des conceptions nucléaires supérieures sur la planche à dessin, il y avait peu d'opposition à vendre à la Chine la technologie pour fabriquer le projet 661 en 1959. La Chine a baptisé le sous-marin Type 6631 et le travail sur le premier de la classe a commencé au chantier naval de Dalian en 1960 avec l'aide des Soviétiques qui ont réservé un deuxième exemple pour le plan de leur propre commande de production. Cependant, compte tenu des problèmes entre Pékin et Moscou dans les années 60, les Soviétiques n'ont jamais livré le sous-marin qu'ils construisaient et la construction de l'exemple chinois a ralenti à un rythme d'escargot, prenant 6 ans pour être achevé. Portant le numéro de Fanion 1101, le premier sous-marin lance-missile balistique de la Chine déplaçait 2794 tonnes en surface et mesurait près de 99 mètres de long. En plus des 3 tubes de lancement verticaux pour les SLBM, le sous-marin était également équipé de 6 tubes de torpilles de 533 mm qui seraient principalement utilisés pour la défense contre les navires de guerre ennemis. La vitesse maximale en surface était de 17 nœuds sous propulsion diesel et de 12 nœuds en immersion grâce à l'énergie électrique, bien qu'une telle vitesse produise une énorme quantité de bruit pour les opérateurs de sonar hostiles à détecter et épuiserait les batteries extrêmement rapidement. Cependant, il y avait une partie cruciale de ce sous-marin que les Chinois n'ont pas réussi à acquérir des Soviétiques avant la scission. Les missiles eux-mêmes. Tout sous-marin de missiles balistiques est inutile, à moins qu'il n'ait des missiles avec lesquels tirer. Les Chinois ont commencé à travailler sur leur version du projet 629 faute de recevoir les missiles pour celui-ci. Les Chinois ont entamé le projet 629 pour armer leurs sous-marins de missiles balistiques, surnommé Zhulang-un, signifiant vague. Énorme. Le missile était un design à 2 étages à combustible solide, capable de transporter une seule ogive avec un rendement dans la plage de 250 à 500 kilotonnes pour une portée de 1056 miles. La portée devenait de plus en plus importante pour les ingénieurs chinois s'ils devaient fournir un design de missile sous-marin véritablement efficace. La croissance des capacités sous-marines de la Chine et l'emplacement de 2 grandes bases de sous-marins soviétiques à Vladivostok et Nakotka dans la mer du Japon ont conduit les États-Unis et le Japon à développer un système de détection sous-marine complexe s'étendant le long de la côte sud-est de l'Asie. L'idée était de rendre impossible pour les sous-marins chinois ou soviétiques de sortir de leur port sans être détectés et suivis par des navires de guerre anti-sous-marins. Le projet conjoint américano-japonais a commencé en 1957 avec l'établissement d'une station expérimentale à Hokkaido, au Japon. Et au cours des décennies suivantes, le réseau de capteurs acoustiques, surnommé Fish Hook, s'étendrait de la péninsule coréenne à l'ouest des Philippines, à travers la mer de Java et jusqu'à l'océan Indien. Des milliers de kilomètres de câbles sous-marins ont été posés sur le fond marin, auxquels étaient attachés des centaines de capteurs acoustiques qui écoutaient le bruit des sous-marins chinois ou soviétiques. Les sons étaient ensuite transmis à des stations au Japon qui les relayaient par satellite à des analystes aux États-Unis. Le résultat de ce réseau de capteurs sur la force de sous-marins de missiles balistiques du plan Fétal était qu'il devrait probablement rester relativement proche du territoire chinois s'il devait rester à la surface de la mer, un facteur non détecté pendant les périodes de tension accrue. Cela leur offrait toujours des milliers de miles d'océan où se cacher, et une couverture aérienne de la force aérienne et de la force navale chinoise, mais cela réduisait les paramètres de recherche pour qu'un groupe anti-sous-marin les localise, et crucial pour les Américains, limitait les chances de tout sous-marin lanceur de missiles balistiques chinois, naviguant dans le Pacifique pour mettre leurs armes à portée pour menacer directement les États-Unis, mais de telles considérations en eau profonde étaient encore loin des esprits de la direction du plan, qui se concentrait sur la domination régionale comme leur doctrine militaire principale.
Malheureusement, comparé aux missiles R-11F originaux dans les sous-marins soviétiques, le missile énorme Vag était plus large en diamètre et à ce titre ne pouvait pas être installé dans les 3 tubes de lancement verticaux de 1101. Cela nécessitait la suppression d'un tube afin de pouvoir installer seulement 2 missiles énormes Vag dans la coque. « 1101 est sorti des chantiers navals, configuré et prêt pour les tests en 1972, mais à ce stade, le plan était déjà arrivé à la conclusion que le design était mal adapté à leurs besoins pour une classe opérationnelle de sous-marins à missiles balistiques. Par conséquent, les travaux ont commencé sur un successeur qui non seulement incorporerait toutes les leçons tirées du service 1101, mais serait également à propulsion nucléaire. Il est difficile de souligner à quel point cela représentait un défi pour l'industrie de la construction navale chinoise. Le premier sous-marin nucléaire de la Chine, le type 91, était encore en construction, et sans l'aide soviétique, les ingénieurs chinois devaient apprendre presque tout à partir de zéro. Néanmoins, ils ont finalisé le design du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins balistiques, ou sous-marin nucléaire lanceur d'engins du plan en 1978, et la construction a commencé sérieusement peu de temps après. Les tests du colossal missile à ondes destiné au type 92 continuent. Pour aider avec le programme type 92, le 1101 a été à nouveau redessiné en 1978, cette fois pour finalement donner au sous-marin la capacité de tirer des missiles tout en déjouant le missile. Cependant, le sous-marin a par la suite été reclassé en type 03, et a reçu le surnom de Grande Muraille, devenant généralement connu sous le nom de Grande Muraille 200. La gigantesque Vag a effectué son premier lancement d'essai le 30 avril 1982, étant tiré depuis un ponton submergé, suivi d'un lancement réussi depuis la Grande Muraille 200 dans la mer Jaune le 12 octobre. En 1981, le premier sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques indigènes de Chine a été achevé. Désigné type 92 et surnommé la classe Xia par l'intelligence de l'OTAN, son design ressemblait quelque peu à celui de la classe Delta des sous-marins de la marine soviétique, avec une bosse prononcée étant la voile, contenant le haut du compartiment des missiles. Déplaçant environ 8000 tonnes en immersion, le nouveau sous-marin était 21 mètres plus long que le Grand Mur 200. Le nouveau sous-marin, conçu pour être utilisé comme sous-sous, peut transporter 12 énormes missiles à ondes. Un chiffre relativement modeste comparé à la classe George Washington de la marine américaine des années 1960 et au précédemment mentionné Delta III soviétique, qui transportaient tous deux 16 missiles, chacun. L'énergie était dérivée d'un réacteur nucléaire sous pression alimentant 2 turbines à vapeur qui généraient une puissance d'au moins 58 MW, suffisamment d'énergie pour alimenter près de 28 000 foyers américains pendant 1 an aujourd'hui. Le type 92 était un exploit d'ingénierie de la part des Chinois, étant le premier SSBN à être conçu et construit par une nation asiatique et le plus grand sous-marin jamais construit en Chine. Pourtant, malgré ces éloges, l'inexpérience des concepteurs chinois et les méthodes de construction utilisées étaient évidentes. Le type 92 a été assailli par des problèmes de fiabilité, des préoccupations significatives en matière de blindage à propos du réacteur du sous-marin. Et les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Le 28 septembre 1985, le sous-marin s'est déplacé dans la mer Jaune pour effectuer son premier lancement de test de la Grande Vague. Le missile a franchi la surface et a allumé son premier moteur de fusée, mais est ensuite devenu extrêmement instable et a explosé. Ce ne serait pas avant 1988 que le sous-marin entreprendrait un lancement réussi de la Grande Vague en mer. Bien qu'il ait été déclaré opérationnel en 1987, le seul type 092 n'a apparemment jamais quitté la sécurité des eaux côtières de la Chine. Au lieu de cela, le sous-marin est devenu une autre leçon pour les Chinois, dans la construction et l'exploitation d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il est utilisé pour diverses tâches de test, y compris l'installation de technologies occidentales importées lors d'un réchauffement des relations avec les pays occidentaux dans les années 1980.
Des rumeurs persistent selon lesquelles un deuxième exemplaire aurait été construit puis perdu dans un accident, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Alors que les tests du type 92 et du missile à vagues géantes commençaient dans les années 1980, les Chinois cherchaient déjà à produire la prochaine génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de SLBM pour les armées, sachant que les deux conceptions, bien qu'étant à la pointe de la technologie chinoise, étaient encore inférieures aux équivalents occidentaux ou soviétiques. Au début des années 1970, les travaux ont commencé sur un nouveau missile balistique intercontinental qui aurait à la fois des variantes terrestres et sous-marines, et dans ce dernier cas, offrirait une nette amélioration par rapport à la vague géante précédente. Désignés DF-30 et 1 et JL-2 pour les variantes terrestres et sous-marines respectivement, le nouveau missile était un design à 3 étages à combustible solide, avec une portée opérationnelle allant jusqu'à 9000 km ou 5500 miles. Le moteur du premier étage a subi un essai de tir en 1983, mais au fur et à mesure que la décennie avançait, le projet a été redéfini pour tenir compte de l'expérience croissante de la Chine dans ce domaine et de la miniaturisation des ogives nucléaires. Initialement, le JL-2 ou énorme vague 2 était destiné à transporter une seule ogive d'un mégatonne. Cependant, des ogives plus petites ont permis à un missile d'attaquer plusieurs cibles ou de saturer une zone cible, ce qui en fait des armes beaucoup plus flexibles et dévastatrices. Connues sous le nom de véhicules de rentrée à cibles multiples indépendantes, ou MIRF, ces armes avaient également l'avantage d'être plus difficiles à abattre une fois que les ogives individuelles s'étaient séparées du véhicule de lancement. Les MIRV étaient déjà la base des systèmes SLBM occidentaux et soviétiques, et donc la direction chinoise a exigé leurs propres équivalents. Cependant, cela a grandement retardé les développements de la gigantesque deuxième vague. En même temps, les travaux étaient en cours sur la prochaine génération de sous-marins nucléaires chinois, y compris le sous-marin d'attaque de type 093 et le SSBN de type 94, qui incorporerait les leçons tirées du type 09 de problématique. Le type 94 aurait une configuration similaire au sous-marin précédent, mais serait encore plus long à 135 mètres et déplacerait 11 000 tonnes. Les armements nucléaires avec la bosse plus bombée signifiaient que la vente consisterait en 12 énormes missiles de la deuxième vague. Telle était la haute priorité des flottes de sous-marins nucléaires qu'au cours des années 1980, le plan bénéficiait d'environ 20% de part du budget de défense chinois global, une augmentation significative par rapport aux décennies précédentes. Le plan s'étendait également pour inclure de plus grands navires de guerre qui lui permettraient enfin de naviguer régulièrement en dehors de ses eaux territoriales, créant la force en eau bleue dont de nombreux amiraux chinois avaient rêvé. En plus de projeter l'influence chinoise plus loin en mer, ces navires de surface auraient un rôle crucial dans la protection des nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins alors qu'ils s'aventurent plus loin en mer, pour menacer tout agresseur potentiel, même le territoire américain lui-même, si nécessaire. Même dans l'Occident démocratique, les marines d'armes nucléaires sont muettes à propos de leur programme de développement nucléaire pour des raisons de sécurité évidentes. On peut donc imaginer à quel point il peut être difficile d'obtenir des informations fiables sur le programme chinois. Les sources varient quant à la date d'entrée en service de ce nouveau sous-marin, connu sous le nom de classe Jin. Mais le premier exemplaire a dû naviguer au début des années 2000, car c'est en 2006 que le monde a eu un premier aperçu du nouveau navire de guerre grâce à l'imagerie satellite commerciale prise d'une base navale chinoise. Au cours des années suivantes, d'autres images ont confirmé que le type 94 n'était pas un autre cas unique comme le 092, car d'autres exemplaires ont été identifiés, confirmant que la Chine mettait enfin en place une dissuasion nucléaire basée sur des sous-marins. Quant à l'énorme vague 2, il est peut-être assez approprié que l'arme qui donnerait à ce plan sa dissuasion a effectué son premier lancement d'essai en mer depuis le sous-marin Grande Muraille, 200 en juin 2005. Quant à l'énorme vague 2, il est peut-être assez approprié que l'arme qui donnerait à ce plan sa dissuasion a effectué son premier lancement d'essai en mer depuis le sous-marin Grande Muraille, 200 en juin 2005.
le navire même qui a aidé à lancer le programme de sous-marins lanceurs de missiles balistiques plus de 40 ans auparavant. Le premier lancement a été un succès. Cependant, l'année suivante, un autre test s'est avéré être un échec, retardant l'introduction de l'arme, jusqu'à ce qu'un autre lancement de test réussi ait été effectué depuis le Grand Mur 200 en 2008. Le Grand Mur 200 a réussi un essai en 2008 instaurant la confiance pour tester le missile depuis le type 94 en 2009. Pour maintenant tester le missile depuis le type 94 en 2009. Un test réussi. Et a confirmé que les sous-marins de classe Jean et l'énorme Vague 2 pourraient être déclarés comme un système d'armes opérationnel en 2010. En 2010, un système d'armes est opérationnel. Dans la décennie suivante, au moins 6 types 94 le deviennent. Avec le plan permettant aux Chinois la capacité de fournir une dissuasion nucléaire en mer similaire à celle dont bénéficient les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Le type 94 pourrait ainsi couvrir l'espace aérien mondial. Les Singapour se sont également aventurés plus loin en mer que le type 092 ne l'a jamais fait et ont effectué des patrouilles destinées à démontrer que le plan a maintenant une portée véritablement mondiale avec l'arsenal de grosses vagues du sous-marin, capable d'atteindre environ 75% des États-Unis continentaux depuis les îles à l'est du Japon. Les Gildu peuvent conserver leur unique tête nucléaire d'un mégatonne si nécessaire, mais environ 3 têtes plus petites, chacune avec un rendement allant jusqu'à 150 kilotonnes, soit 7 fois et demi la bombe de Nagasaki sont plus probables, donnant au missile une large portée opérationnelle. La guidance pour le missile a également été considérablement améliorée grâce au propre système de satellites de la Chine. La Chine a également lancé une variante améliorée, désignée type 94 à présentant une bosse de soute à missile plus proéminente. Selon les normes modernes des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ce sont toujours des navires plutôt bruyants, ce qui augmente leurs chances d'être détectés par les forces anti-sous-marines. Cependant, avec leur capacité à frapper la plupart des régions du sud et de l'est de l'Asie, depuis leur propre port si nécessaire, ils représentent toujours une menace significative pour les adversaires de la Chine dans la région, ce qui a particulièrement alarmé l'Inde qui déploie maintenant son propre sous-marin nucléaire lanceur d'engins à l'avenir, sous la forme de l'INS Arhant. Sur fond de croissance de la flotte de sous-marins lance-missiles nucléaires de la Chine, une curiosité de conception a vu le jour en 2008. La Chine a commencé la construction d'un nouveau sous-marin lance-missiles de classe 6000 tonnes plus petit, mais ce nouveau navire a abandonné la propulsion nucléaire pour revenir à une propulsion conventionnelle, diesel et électrique. Compte tenu de la voie sur laquelle semblait se trouver le Plan avec ses sous-marins, cette décision était quelque peu déconcertante et a fait beaucoup jaser en Occident. Les spéculations allaient de ce nouveau sous-marin étant une solution de secours à moindre coût au type 94, à la Chine envisageant de vendre la conception au Pakistan pour contrer l'Inde désignée sous le type 32, mais se référant également à la machine à la Chine. Désigné sous le nom de classe Qing, le sous-marin est le plus grand sous-marin conventionnel à avoir été mis à la mer, déplaçant 6682 tonnes en surface et s'étendant sur 62,6 mètres. L'armement se compose de 2 silos pour les SLBM et de 4 silos plus petits pour le lancement de missiles de croisière. Et comme le Great Wall 200, il dispose d'un tir ventral pour adapter les armes dans la coque étroite. Depuis son entrée en service en 2012, le sous-marin a effectué une grande variété de tâches de test, ce qui a conduit à la conclusion que le véritable objectif du navire était de remplacer le vieillissant Great Wall 200 par ce navire relativement peu coûteux pour effectuer de telles tâches. Le programme de test du navire a jusqu'à présent inclus l'évaluation de nouveaux composants,
tels que les torpilles à propulsion par combustion et les drones sous-marins sans pilote. Le sous-marin a également testé des compartiments spécialisés pour le transport et le déploiement d'équipes de forces spéciales, ainsi qu'un nouveau design de capsule de sauvetage qui sera appliqué à la prochaine génération de sous-marins nucléaires chinois. Les tests de missiles soutiennent le projet Huge Wave 3, le nouveau missile anti-navire sous-marin de nouvelle génération et la dernière génération de missiles anti-navires, destinés à lutter contre les sous-marins, le type 32, et en particulier le sous-marin Kratigre. À ce sommet sont équipés de molécules correctrices et d'un nouveau système de missiles solaires pour détruire des hélicoptères anti-sous-marins tels que le SH-60 Seahawk. Le type 32 est mieux disponible pour simuler les missions sous-marines de longue durée de la flotte nucléaire, grâce aux avancées des systèmes de propulsion indépendants de l'air qui permettent aux sous-marins conventionnels de rester immergés pendant des semaines à la fois, une perspective auparavant impensable. Il y a juste 25 ans. S'ajoute à cela le fait que les sous-marins conventionnels sont plus silencieux que les sous-marins nucléaires lorsqu'ils fonctionnent sur leur batterie, et sont donc des cibles plus insaisissables pour un ennemi. Avec tout cela à l'esprit, il y a encore des spéculations selon lesquelles le type 032 pourrait être développé en une unité de première ligne. Mais si c'est vrai, cela ferait de la Chine la seule puissance nucléaire à investir dans des sous-marins à missiles balistiques à propulsion conventionnelle. Le 24 novembre 2018, la Chine a réalisé son premier test réussi, du gigantesque missile Wave 3, et d'autres tests ont été effectués en 2019 et 2020. On s'attend à ce que le missile soit déclaré opérationnel d'ici le milieu des années 2020 et il aura une portée de 7000 à 1500 miles, soit 2000 miles de plus que l'énorme Vague 2. On prévoit que le missile armera le SSBN de type 096 qui serait en cours de développement et serait équivalent à la classe Ohio des États-Unis, bien que les informations soient rares et parfois très spéculatives. En attendant, les types 94 continueront à fournir à la Chine une centrale nucléaire en mer continue. Compte tenu de la manie chinoise de tirer le maximum de chaque seconde utilisable de leur système d'armes, même lorsqu'ils ont largement dépassé leur durée de vie utile, il est probable que les types 94 continueront à servir pendant de nombreuses décennies à venir, opérant toujours à partir de sous-marins souterrains, comme ceux de l'île de Hainan. La capacité croissante de la Chine en matière de sous-marins à missiles balistiques a été une source constante de préoccupation pour la région, en particulier pour Taïwan, le Japon, l'Inde et les États-Unis. En janvier 2021, il a été rapporté en Inde que le pays travaillait avec les États-Unis et le Japon pour étendre l'équivalent moderne du système de hameçon dans les eaux indiennes, non seulement comme un contre-pied aux sous-marins, comme le type 94, mais aussi à l'utilisation par la Chine de la collecte de renseignements sous-marins. A réussi à garder le a décrit dans un document la situation dans laquelle elle se trouvait, à savoir que les États-Unis et le Japon essayaient de bloquer leurs sous-marins dans les ports avec leurs capteurs élaborés, et qu'il était donc impératif que leurs sous-marins opèrent plus loin en mer, et même autour du globe, pour maintenir leur efficacité à une distance où ils peuvent devenir des cibles plus insaisissables. Pour y parvenir, le document précise que le soutien des alliés des nations clientes chinoises, comme celles d'Afrique ou d'Amérique du Sud, serait essentiel pour le réapprovisionnement ou même la base de ces sous-marins. Ce document continue de susciter l'alarme parmi les planificateurs militaires à Washington, qui craignent que dans un avenir très proche, ils pourraient chasser les sous-marins chinois non seulement dans la mer de Chine méridionale ou la mer du Japon, mais aussi dans le futur.
Le document mentionne aussi les États-Unis et le Japon, dans le Pacifique, la Méditerranée et l'Atlantique.